Les invités arrivent en nombre, hommes et femmes politiques, chefs d'entreprise, représentants de divers milieux associatifs, culturels ou sportifs. Tous ont répondu à l'appel de la province de Hainaut. Objectif de cette matinée, montrer comment il est possible, ensemble entre divers acteurs, de co-construire le Hainaut, le tout autour de différents ateliers. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée à la supracommunalité et à comment co-construire le Hainaut. Nous sommes ici sur le site du Grand Ornu, un site qui n'a pas été choisi au hasard pour cette matinée, puisque c'est grâce à l'intervention de la province, mais aussi de différentes autres institutions, que le site a pu être sauvé d'une démolition qui lui était promise. Effectivement, vous avez raison, c'est quand la province de Hainaut va racheter le site du Grand Ornu à la fin des années 80 à un privé, l'architecte Guchet, qui finalement l'a sauvé, qu'elle va redonner au Grand Ornu un sens et surtout un futur pour offrir, dès le début des années 2000, un site du Grand Ornu totalement rénové et tel qu'il apparaît encore aujourd'hui aux yeux des visiteurs. Et dès le début des années 2000, il y a donc l'implantation sur le site du MAX, que vous n'avez pas quitté depuis. Cohabite aujourd'hui sur le site le Centre d'innovation et de design au Grand Ornu qui fait un travail autour du design des arts appliqués et le Musée des arts contemporains qui se consacre aux arts plastiques. On le voit, le site du Grand Ornu, c'est un joyau du patrimoine wallon. Il est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça aurait été vraiment dommage de devoir démolir un tel lieu. Ça aurait été dommage effectivement de démolir, d'autant plus que le Grand Ornu, c'est autre chose que ces bâtiments qu'on visite. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à Ornu, au début du 19e siècle, qu'est née l'idée de faire vivre sa main-d'œuvre à côté de l'usine. Et finalement, ça fait la singularité du Grand Ornu. C'est chez nous, ici au cœur du Hainaut, qu'est né le paternalisme social. Dans cette émission, nous allons aussi vous proposer quelques projets concrets de terrain sur cette supracommunalité tournée par les 4 télés locales du Hainaut. Nous allons aussi vous expliquer tout d'abord avec le Dr Brown ce qu'est la supracommunalité. C'est un mot un peu barbare qui désigne quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire que la province a des moyens, des expériences, des savoir-faire qu'elle met à disposition des communes, des CPS, voire même des associations pour mettre en place des actions en faveur du citoyen qui se trouve sur le territoire de notre province. Est-ce que vous pouvez peut-être l'expliquer par un exemple concret, qu'on comprenne bien ce que c'est ? Je vous donne un exemple bien précis. On a développé chez nous un très grand savoir-faire pour tout ce qui est la gestion des crues, des inondations. On a des moyens, on a des expériences, on a beaucoup de compétences en la matière. On organise avec les communes tout un système qui permet d'éviter que ces gens se retrouvent avec des caves inondées ou leur rez-de-chaussée inondé. Voilà un exemple. Dans le domaine du mieux vivre ensemble, on aide les communes à mieux gérer les petites incivilités que l'un et l'autre font pour empoisonner la vie du citoyen qui a envie d'être tranquille dans son jardin, par exemple. Mais les provinces ont toujours fait ça, pas uniquement celle du Hainaut. Toutes les provinces ont toujours aidé les communes dans leur gestion quotidienne. Et travailler sur des économies d'échelle avec la province, c'est souvent une solution pour elle. La matinée débute avec un mot d'introduction présenté par Tommy Leclerc, gouverneur de la province de Hainaut. Au préalable, chaque participant était invité à s'inscrire à l'un des ateliers proposés en fonction de ses affinités. Au total, il y avait 3 tables rondes. La première était consacrée à la supracommunalité avec la présentation de 12 projets supracommunaux. Elle permettait aussi de voir comment gérer au mieux ce genre de coopération. La seconde évoquait les aides quotidiennes offertes par la province à ses différents partenaires, comme les CPS, associations locales ou autres. Enfin, la dernière sur la gouvernance multiniveau. Comment peut-on envisager des partenariats entre le privé et le public ? Comment être plus efficace ensemble entre les communes, provinces, intercommunales, régions et entreprises ? Et à côté de ces tables rondes, la province organisait aussi un speed dating. Évidemment, ce qu'on veut faire, c'est réseauter, c'est créer un réseau pour que l'information puisse aller de plus en plus vite. On a même créé une page Facebook maintenant. Dans le cadre de Made in Hainaut, on va avoir un bus qui va aller à la rencontre des gens. On sera visible, on les verra, on les interpellera et on leur dira ici on faisait quelque chose ensemble. Il faut que ce soit en lien avec ce que nous savons faire. Mais la province fait énormément de choses, de l'enseignement, de la formation, de l'économie, de la culture, du tourisme. On a des spécialités dans la gestion des bâtiments, on a le service du sanctionnateur provincial, on a énormément de compétences.
Qu'est-ce que vous recherchez ici avec ce speed dating? Donc s'il y a des gens qui veulent vraiment avoir des activités qui sont liées au handisport, personnellement, nous sommes présents ici. Ça permet de les renseigner, vraiment de les diriger et pourquoi pas de leur proposer vraiment nos services. J'espère trouver de l'aide pour créer ma compagnie de danse, qui est une junior compagnie, qui regroupe 12 jeunes danseurs venus de toute l'Europe. Et je voudrais le baser ici dans la province du Hainaut pour montrer que le Hainaut est une terre d'accueil aussi pour le milieu artistique et le milieu de la danse. J'attends que des personnes qui seraient intéressées par les formations, en tout cas dans mon secteur, puissent venir me poser des questions par rapport aux formations qui sont organisées par l'Académie de police. Moi, en l'occurrence, c'est la sensibilisation au handicap. En fait, on essaye surtout de mixer des étudiants de l'ordinaire avec des étudiants de l'extraordinaire. Vous avez déjà noué 2-3 contacts avec certaines personnes ici? J'ai déjà pu effectivement proposer des semaines handicapez-vous, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, où le Dr Pobet est repris, où les activités sont reprises, et voilà. Comme d'habitude, les écoles provinciales de la région se sont occupées de la réception et de la restauration des nombreux invités. L'enseignement est un des multiples domaines dans lequel la province s'investit énormément, notamment pour tout ce qui concerne les centres PMS, comme nous allons le voir dans ce reportage réalisé par TéléMB. Les centres psychomédico-sociaux jouent un rôle important au sein de la population. Les PMS, ce sont des lieux d'accueil, d'écoute et de dialogue. Ce sont surtout de réels atouts pour les écoles. Les centres PMS sont des services qui travaillent en collaboration avec les écoles dans la communauté française, c'est dès l'entrée en maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Nous sommes des équipes tridisciplinaires, c'est-à-dire composées de psychologues, d'assistants sociaux et d'infirmiers. Et l'objectif numéro 1 est de veiller au bien-être et au développement optimal de l'enfant tout au long de sa scolarité. Le centre PMS est un service gratuit mis à la disposition des élèves et de leurs parents dès l'entrée dans l'enseignement maternel et ce, jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Un véritable travail de collaboration entre 3 pôles, la famille de l'enfant, l'école et bien sûr le centre PMS. On est vraiment dans un triangle, c'est-à-dire il y a l'école, la famille et nous. On pourrait dire qu'on est un petit peu l'interface entre les deux, mais on répond aussi bien, normalement on répond aux demandes des familles, mais les familles peuvent être orientées par l'école, on peut aussi répondre aux demandes des écoles, mais on n'est pas un service contraignant, donc les familles ne sont pas obligées de collaborer avec nous. C'est toujours sur base volontaire, dans l'idée de veiller au bon développement de l'enfant. Prenons un exemple concret avec l'école Achille Legrand située à Mons, un établissement qui travaille en collaboration avec un centre PMS et pour son directeur, c'est un réel apport. Si par exemple l'enseignant détecte un problème, il est évident que nous on ne peut pas se substituer aux parents, donc on doit déontologiquement le signaler aux parents et les envoyer vers le PMS qui eux sont plus à même à régler certains problèmes d'ordre psychologique, affectif, social, tout ce qui peut perturber un enfant durant sa scolarité, quoi. L'école Achille Legrand, on rencontre les enfants généralement en maternelle, donc c'est un moment charnière pour voir le passage du maternel au primaire, voir s'il y a des choses à mettre en place, des remédiations, peut-être c'est le moment opportun pour mettre une remédiation logopédique en cours, pour donner des conseils éducatifs aux parents ou autres. Et puis après, par rapport au primaire, c'est plus à la demande. Donc si un enseignant ou un parent rencontre des difficultés avec l'enfant, l'enseignant ou le parent vient vers nous pour demander des pistes. Et aujourd'hui, à Mons, on a repensé l'organisation pour être toujours plus efficace. À la base, au fait, on était un gros centre et donc on a eu l'opportunité de pouvoir dédoubler ce centre en 2 PMS et on a eu des agents supplémentaires. Ce qui a permis d'être davantage sur le terrain et d'optimiser nos services. Et parallèlement au suivi, des projets se mettent en place. C'est le cas notamment de l'école démocratique, un projet développé par Bruno Embeek de l'Université de Mons. En attendant, d'autres réalisations, toujours dans l'esprit bien sûr d'être présents sur le terrain et d'améliorer l'efficacité de leurs interventions. Le speed dating et les tables rondes battent leur plein, l'occasion d'en profiter pour se balader dans les travées du Grand Ornu. Cet ancien site minier, aujourd'hui reconverti en musée, abrite le MAX, le musée des arts contemporains et le CID. En compagnie d'Auban Bréban, on en apprend un peu plus sur ce lieu d'innovation qui accueille une exposition consacrée à l'habitat commun.
c'est un projet de Ilka et Andrea Rubi, qui sont un couple d'architectes, qui a proposé ça en Suisse à la base. C'est vraiment ce qu'ils ont voulu montrer, c'est que le paysage urbanistique va se transformer, donc au vu des crises de logement et d'emploi. Les gens ont tendance à vivre ensemble, à créer des projets communs. Concrètement, c'est quoi le CID en fait ? Alors le CID, c'est le Centre d'innovation et de design. Donc c'est, anciennement ça s'appelait Grand Ornu Image, donc c'est vraiment la SBL qui gère le patrimoine du site du Grand Ornu et qui aussi propose des expositions sur le design. On a environ 3 à 4 expos par an. Alors, au niveau des infos pratiques, c'est où, c'est jusque quand, c'est pour quel public finalement? Alors c'est sur le site du Grand Ornu, donc c'est jusque fin juin. Et en même temps, vous avez une visite guidée gratuite tous les jours qui est organisée à 15h30 pour les individuels qui veulent venir voir cette exposition. Si on considère que l'administration est rédhibitoire et qu'elle pose une série de difficultés, Associations, communes, CPAS, la province aide quotidiennement ses nombreux partenaires sur plusieurs thèmes, sécurité, santé, culture ou enseignement. Cette table ronde à laquelle a assisté David Lavaux permettait de voir comment fonctionnaient ces différentes collaborations, si elles correspondaient aux attentes des communes et comment il était possible de les améliorer. À mes côtés, j'ai David Lavaux, le bourgmestre d'Erqueline. Qu'est-ce que vous mettez en place, cette collaboration de chaque jour entre différents acteurs de terrain ? Au quotidien, la province intervient beaucoup au niveau de la commune, les centres PMS pour les écoles, le sanctionnateur provincial en matière d'amende, ça c'est le quotidien. Et puis la province aide aussi, crée aussi des nouveaux projets. On a travaillé avec la bibliothèque, avec les clubs sportifs. On en a sorti un livre sur la balle pelote parce qu'on avait associé le sport et tout le volet historique, par exemple, de cette discipline au sein de notre province. Vous avez un projet concret que vous pouvez nous détailler rapidement ? On est en train ici, avec nos 2 communes voisines de Lobe et de Merbe, de mettre en place un projet qui est celui de vivre mieux ensemble, dans lequel on va revoir notre règlement de police, le diffuser en lui donnant une dimension positive, et puis pour régler les problèmes de quartier, de voisinage, faire appel, nos 3 communes ensemble, avec le financement provincial, à des médiateurs qui vont être là pour apaiser les conflits chez nous. Merci Monsieur Lavaux. Alors il y a aussi d'autres projets sociaux, comme nous allons le voir dans ce reportage de Télésambre, consacré à une épicerie sociale du côté de Farciennes, mais aussi à un centre de dépistage de diabète à Chimay. C'est en octobre 2016 que la commune de Farciennes lance une épicerie sociale avec le CPAS et l'ASBL Faim et Froid. Le but, réaliser des colis alimentaires issus des produits non vendus pour les plus démunis. 1 an après son ouverture, la commune tire un excellent bilan de cette opération. L'épicerie sociale ici, elle est à destination des plus défavorisés d'entre nous et donc c'est vraiment en collaboration avec le service social du CPS que les gens peuvent venir ici pour pouvoir en profiter. L'objectif, c'est pas de concurrencer le réseau traditionnel du commerce, mais c'est vraiment d'accorder une attention particulière aux plus démunis d'entre nous. Fruits, légumes, viande, produits laitiers et même d'entretien, tout est accessible gratuitement ou à un prix très démocratique en fonction de la situation de chacun. Un projet qui prend tout son sens dans cette entité, puisque Farciennes est la 5e commune avec le plus faible revenu par ménage en Belgique. Oui, ça fait partie d'un projet global de développement de la commune de Farciennes. On travaille à la fois sur la lutte contre la pauvreté, avec cette épicerie sociale, avec la création d'un guichet de premier accueil pour toutes les difficultés que les gens peuvent rencontrer, comme on travaille sur l'activation de l'emploi, parce que je pense que c'est d'abord la première solution. Quand tout le monde aura un emploi, je pense qu'on vivra mieux. On travaille aussi sur le logement, on travaille sur la sécurité, on travaille sur plein de choses. C'est vraiment l'ensemble qui fera qu'on vivra mieux. Et ceci en est un des éléments. Forte de cette expérience, l'ASBL Faim et Froid espère développer plus de projets de ce type dans la région. Quelques questions simples, une petite piqûre dans le doigt et une analyse de sang. Pour dépister le diabète, la méthode est simple, mais elle est de plus en plus indispensable. Le diabète et le surpoids sont des problèmes de plus en plus présents. C'est pourquoi 3 communes de la Botte se sont groupées dans le programme de supracommunalité de la province pour organiser des journées de dépistage. Et le premier jour, c'était aujourd'hui, à Montigny.
Donc ici, on a eu l'occasion de se grouper avec l'hôpital de Chimay, bien sûr, la commune de Fréchapelle, Chimay et Montminy. On mange peut-être trop bien, on se dépense peut-être pas assez. Le corps, je le connais puisque... voilà. Vos résultats, ils sont bons? Entre les deux, c'est mitigé. C'est un peu au-dessus de la limite. Vous allez donc devoir agir? On va faire un effort, on a un petit guide et on va essayer d'améliorer les choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire par exemple? Au niveau alimentation, au niveau exercice, faire un peu plus d'exercice, de marche. Et au niveau de l'alimentation, voir réduire le sucre. Et de fait, dans des régions rurales comme la Botte, le problème du diabète est particulièrement important. Quand nos grands-parents, donc c'est pour moi seulement 2 générations, ont mangé 4 kilos de sucre par personne par an et on mange maintenant 40, notre corps n'est pas prévu pour ça. Suite au diabète, sont très importants, ça donne une qualité de vie qui est évidemment moins quand on a perte de vue ou des amputations. Il ne faut pas expliquer, il faut éviter tout ça et c'est faisable. Mettre en commun ses ressources et ses expériences pour travailler plus vite et mieux, c'est cela la supracommunalité. Elle rassemble les savoir-faire de plusieurs communes et CPAS et de la province pour améliorer l'efficacité de tous. Au départ de toute initiative, l'administration locale qui soumet ensuite son projet à la province. Cette table ronde mettait en avant 12 projets supracommunaux actuellement retenus par la province. Alors Maïté Dufrane, vous y avez participé à cette table ronde, qu'est-ce que vous en avez retenu? Je pense que tout le monde est très enthousiaste par rapport à cet appel à projet supracommunalité que propose la province et que ça arrive à point nommé pour des territoires comme nous qui avons une réflexion d'ordre plutôt stratégique mais multi-acteurs et qui à un moment arrivent à mettre sur la table des projets qui sont prêts et pour lesquels il manque juste ce coup de boost. Donc en ce qui concerne le cœur du Hainaut, nous avons déposé un projet sur la liaison point-nœud, donc tout le réseau cyclable balisé sur les voies les plus sécurisées du territoire et où la province a eu un apport très professionnel au niveau de Hainaut-Tourisme en particulier. Les 24 communes du territoire ont souhaité adhérer à ce projet, donc c'est une belle réussite en termes de fédération d'acteurs, mais viennent évidemment d'autres forces vives, dont les maisons du tourisme, celle de Mons-Borinage et celle du parc des Canaux et Châteaux, qui sont les opérateurs du projet, aux côtés des acteurs comme Mons 2025 qui viennent faire toute la promotion, la sensibilisation, le parrainage du projet. Je vous propose tout de suite de découvrir concrètement comment cela s'est mis en œuvre dans la région du centre grâce à ce reportage d'Antenne Centre. Amateur de vélo et envie d'une balade qui vous conduira par exemple à Gramont sans risque de vous perdre sur les petites routes des Ardennes flamandes, facile, il vous suffit de suivre les points nœuds de carrefour numérotés en carrefour numérotés. Les habitants du Brabant wallon et de la Wallonie-Picarde connaissent déjà les points nœuds. En cœur du Hainaut, le réseau se met en place. Une équipe d'agents provinciaux a pris le projet en charge, tantôt sur le terrain, parfois devant leur PC, nous les retrouvons dans les locaux de l'intercommunal IDEA. Nous avons la chance d'avoir un logiciel de cartographie qui nous permet de repérer au centimètre près sur le terrain l'endroit où les balises du réseau point-nœud seront implantées. Donc c'est avec l'aide des techniciens d'IDEA et en particulier notre cartographe que Hainaut-Tourisme travaille sur ce projet au niveau du terrain. Les communes et la province de Hainaut sont les principaux acteurs de ce projet qui s'inscrit dans la politique provinciale de supracommunalité. C'est-à-dire qu'il y a une conception générale du projet qui est assumée par l'équipe de cœur de Hainaut et notamment aussi par le volet touristique de la province de Hainaut qui étudie les possibilités, etc. Ensuite, des propositions sont faites aux communes pour le fléchage qui est proposé sur leur territoire, qui est ensuite validé par eux. Et une fois que tout cela est fait, une commune à la fois, l'ensemble va petit à petit se construire. Sur écran et sur papier, les choses avancent. Les carrefours balisés et les routes qui les relient sont choisis en fonction de plusieurs paramètres. Tout d'abord, les critères de sécurité. Donc on essaye de fréquenter des routes à moins de 500 véhicules par jour et les ravels. En priorité, l'aspect touristique, donc on relie toujours des points d'intérêt touristique sur le réseau. L'aspect paysager. Le but n'est pas de créer un réseau utilitaire, mais bien de tourisme et de loisirs. Un réseau qu'il faudra faire connaître, une mission qui reviendra aux maisons du tourisme du cœur du Hainaut.
C'est crucial de faire connaître ce réseau, c'est pour ça que plus de la moitié du financement du projet sera consacré justement à cette promotion, aussi bien en Wallonie mais aussi en Flandre et dans les régions voisines qui ont aussi des réseaux point neutre. Il faudra aussi attirer les cyclistes de longue itinérance sur le futur réseau. Alors c'est 850 km de plaisir pour 4300 panneaux. Et qui seront reliés au réseau Point Neu existant déjà en Flandre, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ces cyclotouristes dépensent plus de 60 € par jour là où ils passent. La dernière table ronde consacrée à la gouvernance multiniveau permettait d'établir la différence entre intercommunalité et supracommunalité. On a pu voir également comment il était possible d'envisager des partenariats entre les secteurs privés et publics et de voir comment le monde économique s'appuyait sur la province et les pouvoirs locaux. À mes côtés, j'ai Michel Foucard, le président fondateur de Technor. Mais justement, chez vous à Technor, comment ça se concrétise, cette gouvernance multiniveau et ce partenariat avec différents acteurs? Oui, moi je trouve que c'est une démarche à 3 niveaux très intéressante. La première, c'est que ça va faire se rapprocher les citoyens des hommes politiques et ça vivifie la démocratie participative. Le deuxième aspect important, c'est que la province a pris une attitude d'humilité en demandant aux gens du territoire quels sont les projets pour eux les plus porteurs. Et puis le troisième aspect qui m'a fort encouragé, c'est que la province a privilégié, notamment dans le cadre de notre projet, un projet tout à fait immatériel puisqu'il s'agit que de formation et d'accompagnement plutôt que de toujours privilégier les briques, la construction et l'inauguration de ronds-points. Je caricature un peu les choses, mais vous voyez ce que je veux dire. À Silly, il y a un projet concernant le slow food. Je vous propose tout de suite de découvrir le reportage de nos télés. Slow food. Cette expression anglaise ne l'indique pas, mais les amours de Silly, avec une alimentation remise en question, prennent racine au sud de l'Europe. C'était il y a 12 ans. Traditionnel, mais pas vraiment trop, sans trop de chichi. Ce concept slow food s'est implanté à Silly grâce à un jumelage avec une commune toscane, italienne. Donc je crois qu'en matière de représentation de la slow life, c'est quand même intéressant de le savoir. Et donc ça s'est transposé ici dans nos villages par la création de communautés de personnes qui veulent vraiment valoriser l'alimentation locale, l'alimentation de proximité, de saison. Aussi ce rapport avec la préservation de la biodiversité et aussi une juste rémunération pour le producteur local. Restaurateurs, brasseurs, agriculteurs, boulangers, chocolatiers, glaciers, à Silly, l'esprit slow food touche tous les secteurs alimentaires. Et pour sensibiliser les consommateurs, le calendrier est chargé. On a réalisé la création de potagers scolaires intergénérationnels dans toutes les écoles de l'entité. On réalise aussi des ateliers et des séminaires de formation à destination des producteurs locaux sur l'hygiène, sur la commercialisation des produits. Donc ça, c'est plutôt des ateliers thématiques. On a la balade des saveurs qui est une grande, dans le 1er mai, une balade d'une journée à la découverte donc, des productions locales et du patrimoine local. Et nous avons une grande semaine slow food qu'on organise au mois de septembre où là on essaie de mobiliser un important panel de partenaires locaux. La province de Hainaut soutient le slow food silien sous différentes formes, une aide matérielle, financière, mais aussi pratique via l'Observatoire de la santé. Par exemple, elle supervise l'équilibre alimentaire au niveau des menus dans les écoles, ça c'est un exemple. Et nous avons aussi donc une aide financière dans le cadre du projet supracommunalité, projet que l'on va développer avec la commune d'Anguien, en ralliant un itinéraire slow qui soit slow culture et slow food. Et donc on a un projet de roulotte itinérante, food truck et roulotte culture que l'on va pouvoir donc véhiculer dans tous les quartiers de l'entité d'Anguien, de l'entité de Silly, mais aussi pouvoir l'exporter dans d'autres villes ou communes qui seraient intéressées d'utiliser ce concept.
Serge Eustache, en tant que président du collège, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces différents ateliers? D'abord, beaucoup de fierté d'avoir réussi finalement à fédérer, à réunir, à mutualiser autant de savoir-faire. Parce que le plus important aujourd'hui en Wallonie, ça n'est pas la soustraction finalement des compétences, mais c'est au contraire de mutualiser et de fédérer ceux qui agissent sur le terrain. Et on vient de démontrer ici quelque part qu'il n'y a aucun territoire sans avenir. Il y a peut-être des territoires sans projet, mais de ce point de vue-là, je crois qu'on a bien démontré également qu'on était capable de mettre en place des dispositifs qui stimulent les communes, qui stimulent l'action sur le terrain et qui répondent finalement aux besoins des citoyens. Bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Monsieur Eustache, merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez plus clair quant à la supracommunalité et à la construction ensemble du Hainaut. Merci pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.